Merci de cette invitation. Et donc j'ai essayé puisque c'était des ateliers pratiques, de faire une présentation assez pratique sur l'utilisation des biothérapies. Parce que maintenant qu'on a beaucoup de molécules, c'est vrai que la question c'est un peu comment on les utilise et comment on peut faire une stratégie d'utilisation. Donc je vous ai mis ici mes liens d'intérêt avec l'industrie. Donc voilà, c'est pour souligner quand même 15 ans de progrès thérapeutique et je pense que c'est important de le dire que quand même, rappelez-vous, en 2005, en tout cas en France, on avait que l'omalizumab et pendant 13 ans, on est resté avec une seule molécule qu'on a utilisée peut-être pas forcément à bon escient parce que quand on n'a qu'un médicament, eh ben, on fait ce qu'on peut avec. Et puis après, les choses se sont accélérées avec l'arrivée du mépolizumab en 2018, le benralizumab un an plus tard, le dupilumab depuis la fin de l'année 2020, et puis maintenant on attend prochainement le tezepelumab, l'anti-TSLP, qui est déjà commercialisé aux États-Unis par exemple, et qui en France devrait faire l'objet d'une procédure d'autorisation temporaire d'utilisation prochainement, on l'espère. Donc c'est vrai que tous ces progrès sont extrêmement importants parce que vous savez l'effet que ces médicaments ont sur le contrôle de l'asthme, et on espère que les choses vont pas s'arrêter parce que effectivement ça résout pas encore tous les problèmes. Alors j'ai mis ce petit schéma qui n'est pas forcément très compréhensible vu de loin comme ça, mais qui vient d'une bonne revue qui a été publiée cette année dans le New England, qui reprend un peu toutes les biothérapies. Et c'est juste pour les recaser comme ça. Vous vous rappelez l'omalizumab, l'anti-IgE, qui va bloquer la fixation des IgE sur le récepteur avec inhibition de la dégranulation et les phases retardées de réponse allergique. Deux anti-IL5, en tout cas en France, il n'y a que le mépolizumab, qui vont bloquer l'IL5 circulante avec un effet principal sur le recrutement des éosinophiles. Le benralizumab qui a le même effet, mais avec un effet, une action de blocage du récepteur et qui va induire une déplétion encore plus complète du fait de la mort cellulaire induite par la fixation du récepteur sur son anticorps. Et puis le dernier, c'est le dupilumab, qui lui a un effet plus large, avec un effet à la fois sur la production d'IgE, un effet sur le recrutement des éosinophiles et puis un effet sur le remodelage, notamment sur le muscle lisse, mais aussi sur l'épithélium. Et puis l'anti-TSLP, qu'on n'a pas encore dans les mains, mais qui lui a une action beaucoup plus en amont, puisqu'il va bloquer l'ensemble de la réaction inflammatoire qui est induite par le relargage de TSLP lorsque l'épithélium bronchique est agressé. Alors, la question, c'est quand on va les utiliser, quand est-ce qu'on va commencer? Ça, vous le savez, que quand est-ce qu'on commence, c'est uniquement au terme d'une évaluation rigoureuse dont on dit qu'elle prend au moins 6 mois, qui commence par revoir de manière très pragmatique la question de l'observance, la question de la manipulation des traitements, qui sont, on le sait, une cause importante de mauvais contrôle de l'asthme. Le deuxième point très important, c'est absolument de confirmer le diagnostic d'asthme. Vous savez qu'il y a quasiment presque 30% de diagnostics erronés d'asthme, soit par défaut, soit par excès, mais en l'occurrence souvent par défaut. Et donc, il faut vraiment se méfier lorsqu'on est en train de faire de l'escalade thérapeutique, qu'on n'est pas en train de traiter une autre pathologie bronchique ou bronchiolaire. La liste est longue des maladies qui peuvent mimer l'asthme. Donc, le scanner est, je pense, indispensable quand on va discuter d'une biothérapie. Le traitement des comorbidités, c'est un gros chapitre, c'est important, ça prend du temps. C'est pas toujours satisfaisant parce qu'on sait très bien que, par exemple, l'obésité a un rôle dans le mauvais contrôle, mais c'est très difficile de faire perdre du poids aux patients. Le tabagisme, ça prend du temps, etc. Donc on dit qu'il faut les traiter de manière optimale, sans pour autant qu'on arrive forcément à traiter totalement ces comorbidités. L'augmentation du palier thérapeutique, bien sûr. Et puis après, je pense que le patient doit être pris en charge au minimum par un pneumologue, voire dans un centre spécialisé, notamment quand les comorbidités sont multiples. Donc cette démarche, elle est importante et elle prend au moins 6 mois. Alors, quand on veut qu'on a fait cette démarche et qu'on considère que le malade a vraiment un asthme sévère, qu'on n'est pas juste dans l'asthme difficile, je pense que c'est important, avant d'aller à la réunion multidisciplinaire, on en a parlé beaucoup pour la fibrose, mais je pense que pour l'asthme, c'est exactement la même chose. Il faut avoir la liste de la description des symptômes, le scanner thoracique, s'assurer qu'on a un jour démontré dans le suivi du malade la réversibilité. On a pensé à tous les diagnostics différentiels, le GPA, la BPA, on y pense tous, mais ce n'est pas très fréquent finalement. Les déficits immunitaires, qui sont plus fréquents qu'on l'imagine.
le déficit en alpha-antitrypsine, qu'on peut identifier parfois sous des formes d'asthme sévère. Il faut avoir une évaluation de la sévérité, et ça c'est très important d'avoir cette évaluation chiffrée, parce qu'on va reparler de la réponse et de l'évaluation du traitement. Et avant de commencer, il faut qu'on ait cette évaluation. Les traitements qui sont pris, s'assurer que le traitement est maximal, avoir un score de contrôle chiffré, celui que vous voulez, ACT ou ACQ, mais il faut un score de contrôle. Une consommation annuelle de prédnisone, évaluer de manière la plus rigoureuse. Je sais que ce n'est pas toujours très simple. Le nombre d'exacerbations, le nombre d'hospitalisations, le phénotype du patient, qui est un gros mot phénotype, mais finalement c'est très simple. Il faut qu'on ait des prick tests récents, qui datent de moins de 5 ans, je pense. Un taux d'IgE total pour la question de l'éligibilité à l'omalizumab. Dénumération formule sanguine, et je pense que c'est important de dire qu'il en faut plusieurs, parce qu'une seule ne suffit pas à classer le malade en termes d'asthme eosinophile. La mesure du NO si c'est faisable, et un examen ORL quand il y a une symptomatologie ORL. On va reparler de la polypose, c'est important dans le choix du traitement et dans l'évaluation du traitement. Et puis ensuite, le choix du traitement, il va se faire de manière collégiale, toujours, en fonction des critères de l'AMM, c'est déjà une bonne base pour discuter. On va discuter effectivement, est-ce que le patient a en plus des critères dont on sait qu'ils sont associés à une bonne réponse, qui vont nous aider dans le choix d'une molécule par rapport à une autre. Et puis maintenant, on sait qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être ciblées par les biothérapies, notamment quand il y a une dermatite atopique, quand il y a une polypose nasosinusienne, ça va être un critère supplémentaire dans le choix de la molécule et un autre critère d'évaluation. Et donc, je ne sais pas si vous utilisez la fiche de réunion multidisciplinaire qui a été faite par le groupe de la SPLF. Elle est en ligne, d'accès direct sur le site de la SPLF, et elle sert un peu de checklist pour s'assurer qu'on a tous les éléments quand on va discuter du dossier à la RCA. C'est vrai qu'en France, on dit RCA au lieu de DMD, réunion de concertation asthme. Après, chacun choisit le mot qu'il préfère. Alors, c'est toujours la même question. Les gens me disent, mais oui, mais comment on fait pour choisir? Moi, j'ai envie de dire, la première chose, c'est qu'il y a des AMM. Et déjà, si on se réfère au libellé des AMM, on a beaucoup d'éléments pour discuter. L'omalizumab, vous le savez, il faut avoir documenté une sensibilisation à un allergène pérannuel. Il faut avoir un taux d'IgE qui est compris dans la fourchette pour calculer le taux. Et puis, il faut avoir fait 2 exacerbations. C'est vrai qu'en France, il y a un critère sur le VEMS dont j'avoue que probablement un certain nombre de gens se passent parce que c'est le seul qui a un critère qui est limité à 80% du VEMS. Pour le mépolizumab, il faut avoir 300 éosinophiles dans les 12 derniers mois. Il y a une discussion actuellement auprès de la HAS pour faire baisser ce seuil à 150 ou être corticodépendant. Pour le benralizumab, le seuil est à 300 éosinophiles. Avec une bizarrerie que ce n'est pas dans les 12 mois, mais c'est à l'instauration du traitement. Je ne sais pas très bien pourquoi il y a cette subtilité, et je ne sais pas très bien ce que ça veut dire à l'instauration. Est-ce que c'est 8 jours avant, 1 mois avant, 3 mois avant, etc. Mais c'est comme ça. Avec pareil un critère d'exacerbation qui est fixé à 2. Et puis le dupilumab, le dernier arrivé, qui lui, l'AMM, s'adresse à des patients qui ont des éosinophiles élevés. Et la HAS n'a pas dit ce que ça voulait dire élevé. On voit que ces critères se ramollissent un peu au fil du temps, hein, très stricts pour les anti-L5, beaucoup moins stricts là-dessus, ou un FeNO élevé, sachant que dans les études, ce qui avait été retenu dans les essais de phase 3, c'est 150 éosinophiles ou 20 ppb de FeNO, ce qui finalement est assez bas. Mais en tout cas, c'est les critères à partir desquels on peut prescrire ces médicaments et qu'ils peuvent être remboursés. Alors après, je pense que c'est assez simple si on a du mal à choisir. Et déjà, si vous retenez ces critères, avoir une allergie et un taux d'IgE entre 30 et 1500, des éosinophiles à 150, à 300 et un FeNO, alors j'ai mis 25, c'est 20 en fait. Et si vous cochez les cases, si vous voyez ce malade-là qui cocherait toutes les cases, il est éligible aux 4 molécules. Donc ça peut être une première manière de faire un tri. Celui-là qui a uniquement des IgE total entre 30 et 500, qui est allergique et qui a des éosinophiles à 150, on peut faire la même discussion. Il va être éligible à 2 molécules. Après, comment on choisit entre les deux, on va en discuter. Et puis celui-ci, vous voyez, qui a juste 300 éosinophiles, il va être éligible aux 2 anti-L5 et au dupilumab. Donc déjà, vous voyez, on peut trier. Et puis, il y a les patients qui seraient éligibles à rien du tout, c'est-à-dire qu'aucun critère, et ça c'est une situation qui est compliquée,
eh bien, c'est très important chez ces malades de refaire des mesures, de refaire le NO, refaire l'énumération de formules sanguines au moment des exacerbations. Et puis, dans ces cas-là, on discute en RCA, éventuellement la thermoplastie, éventuellement les macrolides. Ce n'est pas des solutions très satisfaisantes. Et puis, on essaie de les inclure dans les essais thérapeutiques avec les futures molécules. Donc ça, c'est une première approche déjà pour commencer à choisir les médicaments. Il y a une application qui est développée par la SPLF, qui est en gros le petit frère du guide des Zéphyr, je pense que vous connaissez. Le guide Zéphyr sur les traitements inhalés, ben, c'est l'équivalent pour les biothérapies. Et donc sur ce site qui va être disponible très bientôt, vous aurez l'équivalent du petit tableau que je vous ai montré qui vous permet, vous voyez, en 5 questions, est-ce que le malade est allergique, deuxième question, est-ce qu'il y a des eosinophiles, etc., ben, de vous aider à faire le tri dans les médicaments. Donc première approche. Deuxième approche, parce que vous avez bien vu que malgré ce petit tableau, ben, il y a des patients pour qui on peut discuter finalement les quatre molécules. On sait par le biais des essais cliniques qu'il y a des facteurs qui sont associés à une meilleure réponse. Donc on peut se dire, ce malade-là, il va mieux répondre. L'omalizumab, excellent médicament dans l'asthme de l'enfance. On sait que le taux de réponse chez les enfants en pédiatrie, il est excellent. Donc clairement en pédiatrie, je pense que c'est actuellement la molécule de choix. Très bonne tolérance, on connaît le médicament depuis longtemps. D'autre part, on sait que le fait d'avoir des multi-allergies, c'est-à-dire soit d'être sensible à beaucoup d'allergènes respiratoires, soit d'avoir ce phénotype typique de l'enfance, les allergies alimentaires, la dermatite atopique, la kératoconjonctivite, l'asthme allergique, etc., sont des patients qui vont très bien répondre à ce médicament. Donc ça peut être un premier élément de discussion. Deuxième élément, le mépolizumab, on sait que peut être prescrit à partir de 300 éosinophiles dans le sang, mais on sait que plus il y en a, 500, 800, 1000, 1500, plus c'est élevé, plus les patients ont une bonne réponse. D'autre part, les patients qui ont ce fameux phénotype que vous connaissez bien d'asthme de l'adulte qui commence vers l'âge de 30 ans avec beaucoup d'éosinophiles, beaucoup de polypes, ceux-là également sont des bons répondeurs. Et puis on sait que le fait d'avoir une polypose nasosinusienne, mais en fait tout ça va ensemble, hein, c'est le même phénotype de patient, sont des bons répondeurs. Le baralizumab a exactement le même profil de réponse. Et donc, on voit bien que ces patients-là sont des bons candidats pour recevoir les anti-IL5. Le dupilumab, ce n'est pas extrêmement différent, puisque là encore, on sait que plus il y a d'éosinophiles, plus ça marche. Lui, il peut être prescrit à partir de 150 éosinophiles dans le sang, mais on sait que quand c'est 300 ou 500 ou 1000, ça marche mieux. Quand le NO est très élevé, là encore, le seuil est bas à 20, mais quand il y a 50, 60, 70, c'est un bon critère de réponse. Pourquoi? Parce qu'avoir le NO élevé, c'est un marqueur d'une activité IL-13 élevée, et vous savez que le dupilumab bloque l'activité IL-13. Et là encore, le fait d'avoir ce phénotype particulier de l'adulte avec une polypose nasosinusienne permet de définir des patients qui sont des bons répondeurs. Donc là, c'est la deuxième étape qui nous permet déjà d'affiner pour certains patients notre choix. Mais vous voyez que, par exemple, quand vous avez un asthme tardif éosinophile avec polypose, ben on voit bien qu'il y a 3 molécules qui vous conviennent. Donc comment on fait pour choisir entre les 3 molécules? Là encore. Alors, c'est sûr qu'il y a une vraie question qui est que notamment quand on a les deux phénotypes, quand on est asthmatique, allergique et eosinophile, finalement, c'est assez fréquent puisque c'est la même inflammation de type Th2. Je me permets de faire un petit peu de publicité pour cette étude. Il y a une étude qui s'appelle Predictumab, qui est une étude franco-belge, académique pure, non sponsorisée par l'industrie, qui va comparer de manière randomisée l'omalizumab versus le mépolizumab, mais uniquement chez les malades qui sont naïfs de biothérapie. Donc j'insiste pour ceux-là qui travaillent en France que ces malades sont rares encore finalement. Enfin, en tout cas pour nous en CHU, les malades vierges de biothérapie, on n'en voit plus tant que ça. Ils ont souvent déjà été traités en ville. Mais en tout cas, pour ceux qui voient des malades qui n'ont jamais été traités et qui finalement sont allergiques et eosinophiles, donc éligibles aux deux médicaments, je pense que cette étude est utile parce qu'elle nous permettra de dire finalement est-ce qu'il y a une stratégie pour commencer qui est meilleure que l'autre. Donc je me permets de faire de la pub et n'hésitez pas à envoyer les patients si vous les trouvez. Je suis désolée pour les Tunisiens parce qu'on n'a pas de centre en Tunisie et malheureusement, faute de budget, on ne pourra pas ouvrir de centre en Tunisie. Troisième élément de réflexion, on a vu, il y a l'AMM, il y a les éléments qui sont associés statistiquement à une bonne réponse. Et le troisième élément, c'est est-ce qu'il y a d'autres maladies potentiellement qu'on va pouvoir traiter avec la molécule?
L'omalizumab, on sait, puisqu'on a maintenant plus de 15 ans d'expérience avec le médicament, qu'il permet de réduire les allergies alimentaires. Alors, je ne dis pas que ça permet de les traiter, mais on sait par exemple qu'il y a un certain nombre de patients qui se permettent sous omalizumab de réintroduire un certain nombre d'aliments et qu'ils les réintroduisent sans problème particulier. Et ça leur permet de les soulager, ça permet de faire des régimes d'éviction moins stricts. Donc, quand il y a beaucoup d'allergies alimentaires, c'est fréquent chez l'enfant, on a des adultes aussi, c'est vraiment, je pense, un élément à prendre en compte. La dermatite atopique, pareil, on a beaucoup de cas cliniques qui démontrent que la dermatite peut s'améliorer sous l'omalizumab, et donc ça peut être un deuxième objectif de traitement. L'urticaire, ça n'est pas forcément associé à l'asthme, mais ça arrive, et il y a même, en France en tout cas, une AMM pour l'urticaire chronique. Et donc parfois, un malade qui a beaucoup d'asthme et un urticaire qui est gênant, et ça peut être une raison supplémentaire pour choisir ce médicament. Et puis, il y a un essai clinique que vous avez peut-être vu passer qui s'appelle l'étude POLYPE, qui montre que l'omalizumab a également une efficacité dans la polypose nasosinusienne. Donc là, encore, si le patient a d'autres maladies associées, ça peut nous guider dans le choix. Pour ce qui est du mépolizumab, là encore, on a maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la polypose est un facteur associé à la bonne réponse sur l'asthme, mais la polypose elle-même peut être traitée par le mépolizumab, avec un essai de phase 3 qui a été publié récemment, et en France, une AMM pour cette indication. Donc l'objectif étant non seulement d'identifier des malades qui vont répondre, mais surtout de pouvoir traiter les deux compartiments de la maladie, puisque vous savez qu'en plus la polypose est une maladie quand même particulièrement invalidante chez les asthmatiques, parfois plus invalidante que l'asthme même. Et puis, deuxième indication, les patients dont finalement ils ne sont pas si rares que ça, des patients qui ont fait la granulomatose éosinophile avec polyangite, l'ex-maladie de Churg-Strauss, souvent un antécédent il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'est-ce qui reste une fois que la vascularité est en rémission? Eh bien, il reste l'asthme éosinophile corticodépendant. Souvent, les malades restent corticodépendants uniquement sur l'asthme. Eh bien, on sait maintenant que le mépolizumab est efficace dans cette forme d'asthme, et ça peut être là encore un élément qui va guider votre choix. Attention, hein, c'est vraiment au stade d'asthme séquelaire. Dans les formes de vascularité active, il n'y a pas de place actuellement pour donner les biothérapies anti-IL5. Le benralizumab, lui aussi, a une efficacité sur le compartiment ORL. Et le dupilumab, il a également une activité sur la polypose, et il a même une indication en France pour traiter les patients avec des polypes, avec ou sans asthme. Et puis il a également une AMM, c'est la première indication d'ailleurs en France, c'est pour la dermatite atopique sévère résistante au traitement. Et donc là encore, un malade qui aurait et la dermatite et l'asthme sévère, on voit que c'est tout à fait logique de commencer par ce médicament, puisqu'on va traiter on va essayer de traiter les deux maladies. Donc voilà les éléments de réflexion. Une fois qu'on a choisi son médicament, la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec nos médicaments? C'est quoi nos objectifs de traitement? Qu'est-ce que ces médicaments sont capables d'apporter? Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas tout attendre forcément des biothérapies. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut réduire les exacerbations? Là, j'ai mis ce petit bonhomme super content. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait que dans les essais de phase 3, la réduction des exacerbations, c'est toujours le critère principal. C'est le critère dur, avec une réduction d'au moins 50% qu'on peut obtenir avec ces médicaments. Est-ce qu'on veut réduire les hospitalisations? Est-ce qu'on veut réduire la corticothérapie orale? On sait, oui, tous ces médicaments peuvent aider au sevrage de la corticothérapie, et on sait qu'ils sont très bons là-dedans. C'est les objectifs primaires. Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de vie, améliorer le contrôle? Là, le petit bonhomme, il est un peu moins joyeux parce que vous savez que dans les essais de phase 3, finalement, c'est des choses qu'on a du mal à mettre en évidence dans les essais. Alors que pour ceux qui ont testé ces médicaments, vous savez que pour les malades, ça change littéralement la qualité de vie, mais curieusement, ça ne sort pas dans les essais. Est-ce qu'on veut améliorer les EFR? Et là, en gros, méfiance, parce que vous savez que toutes ces molécules, qu'est-ce qu'elles nous apportent? En gros, entre 100 et 200 ml de plus de VEMS. Donc, souvent, on se dit, chez des malades qui ont des fonctions très altérées, on va améliorer les EFR, et puis ça arrive qu'il y ait des gens qui disent ça ne marche pas, donc j'arrête le traitement pour échec. Ce n'est pas un échec, on sait que ces médicaments n'ont jamais montré un bénéfice extrêmement important, en tout cas sur la première année de traitement sur les EFR. Donc il ne faut pas se dire je veux normaliser la fonction, et en tout cas il ne faudra pas considérer ça comme un échec. Et puis j'ai dit, il y a peut-être d'autres objectifs, on a parlé de polypose, de dermatite, d'urticaire éventuellement, et puis je pense que c'est toujours important de questionner le patient sur lui, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il voudrait faire.
Souvent, les patients ont des idées, je voudrais repartir, reprendre le sport, ou je voudrais pouvoir aller en vacances à la montagne. Enfin voilà, des objectifs très, très personnels, mais qui doivent être pris en compte. Donc on a une checklist, on a un score de contrôle, ACT ou SCQ, on a une fonction respiratoire de départ, on sait combien les patients consomment de corticoïdes, on sait combien ils ont fait d'exacerbations l'année précédente. S'ils ont des polypes, on fait le score SNOT 22. J'insiste pour que, en tant que pneumologue, nous habituions à utiliser ce score. Il fait peur parce qu'il y a 22 questions, mais en fait, ça va très vite à remplir. Et je pense qu'il faut que, comme on fait l'ACT, il faut faire le SNOT 22 en parallèle et qu'on prenne cette habitude-là. Donc, en France, c'est l'ordonnance d'exception. Je pense que c'est important, en tout cas quand c'est possible, de former les malades à l'auto-injection, parce que c'est quand même une liberté supplémentaire pour eux. Donc, il faut leur demander au moment où on commence, est-ce que vous souhaitez apprendre ou pas? Est-ce que vous préférez la seringue ou le stylo? Parce que la plupart sont disponibles avec les deux systèmes. Et puis, ça reste important d'éduquer les malades à ces médicaments, leur apprendre comment on gère les exacerbations sous traitement, les corticoïdes oraux, comment est-ce qu'on les diminue, à partir de quand, quel palier, au bout de combien d'injections, etc. Et qu'est-ce qu'on fait des traitements inhalés? Normalement, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les 6 premiers mois, on ne touche à rien. Et puis à partir de 6 mois, si vraiment on a démontré l'efficacité, on peut commencer à faire de la décroissance. En pratique, les malades, quand ils vont bien, ça arrive qu'ils reviennent au bout de 6 mois, ils ont tout arrêté, tout va bien, etc. Donc on n'a pas toujours la main là-dessus. Mais en tout cas, c'est bien d'en discuter avec eux avant de commencer. Et notamment de leur dire que quand il y a une exacerbation qui survient, ce n'est pas forcément un échec et qu'il faut la gérer comme d'habitude. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on se lance, pouf, le grand saut, on prescrit. Je pense que parmi vous, vous avez tous prescrit des biothérapies, mais parfois, il y en a qui sont un peu intimidés de le faire la première fois. Mais vous voyez que c'est assez simple. Et donc, une fois qu'on a traité, la question, ça va être d'évaluer le malade. Est-ce que mon traitement est efficace? Beaucoup, moyen, pas du tout. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas le faire trop tôt. D'accord? Le GINA nous dit 4 mois, parce qu'avec le Xolair, c'était ce qu'on faisait. C'est plutôt 6 mois pour faire comme tout le monde. Et ça, c'est important, de ne pas s'arrêter à la première exacerbation en disant ça ne marche pas du tout. On peut faire une exacerbation sous biothérapie, ça n'empêche pas. Donc surtout, on ne se précipite pas. Et si au bout du 6 premiers mois, on n'est pas très sûr de soi, on se dit peut-être c'est un peu mieux, le malade est mieux, moi je ne suis pas convaincu, bon voilà, et se donner un an, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre du temps? Ce n'est pas des médicaments qui agissent on-off, ce n'est pas du jour au lendemain. Les exacerbations, quand c'est 2 par an, il faut savoir se donner un temps assez long pour les voir survenir ou pas. Quand vous avez un objectif de décroissance des corticoïdes, ça ne se fait pas en 3 jours, donc il faut se donner suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Et puis, pour certains malades, c'est important que la saison d'intérêt, la saison difficile pour eux, soit l'hiver, soit les pollens, elle ait bien été couverte pour le traitement pour être sûr qu'on a traité la période la plus pénible pour lui. Donc, on prend du temps. Comment on fait? Il y a plusieurs choses à évaluer. Est-ce que le traitement est bien toléré? Ce n'est pas trop un problème avec ces médicaments qui, globalement, sont bien tolérés. C'est rare qu'on arrête pour mauvaise tolérance. Et puis là, ça va être très important d'avoir les objectifs qu'on avait définis. Qu'est-ce qu'on voulait? Le contrôle, les exacerbations, sevrer les malades, etc. Et de s'y tenir. Et puis la satisfaction du patient, je pense qu'elle est extrêmement importante, qu'on peut évaluer, à mon avis, avec ce genre de petites réglettes comme pour la douleur. Parce que des fois, il y a une petite discordance entre l'évaluation du patient, super content, et du médecin, moins satisfait, parce que le médecin est peut-être plus exigeant, il voulait absolument arrêter les corticoïdes, etc. Et je pense que la décision d'arrêter ou de poursuivre, ça va être un compromis entre ce que souhaite le malade et ce que souhaite le médecin. Avec une vraie difficulté qui est qu'est-ce qu'on appelle une bonne réponse. Et je suis sûre que si je vous demande à chacun d'entre vous individuellement, vous n'aurez probablement pas la même réponse. Mais dans la littérature, en tout cas, on n'est pas très aidé, parce que si vous regardez le GINA, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il y a une bonne réponse, voilà, il faut faire arrêter les corticoïdes, tout ça. S'il n'y a pas de bonne réponse, il faut faire ça. Mais nulle part, c'est écrit qu'est-ce que c'est une bonne réponse. D'accord? Donc, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Si on regarde dans la littérature, en Australie, par exemple, ça, c'est les critères pour pouvoir continuer la prescription remboursée par l'assurance maladie. Ce qu'on demande, c'est que on ait baissé le score de contrôle de l'asthme de 0,5 points ou qu'on ait pu réduire les corticoïdes oraux de 25%. C'est tout. Il suffit de démontrer ça et on considère que le malade a répondu et on peut poursuivre le traitement. Chez les Anglais, donc ça c'est pour la recherche, ce n'est pas les critères officiels du NICE,
eh bien, il faut avoir réduit de 50% les exacerbations par rapport à l'année précédente, ou chez les patients qui sont sous corticoïdes, il faut avoir réduit de 50% la dose. Okay, donc vous voyez, en fonction des pays de chacun, soit on se contente du score de contrôle, soit on regarde les exacerbations. Puis par exemple, aux Pays-Bas, on est capable de distinguer des patients qui sont des super répondeurs, des non-répondeurs, et puis des répondeurs partiels. Et donc, vous voyez ce que j'appelle les Hollandais des super répondeurs. Et ben, ce sont des patients qui ont plus de corticoïdes oraux, pas d'exacerbation depuis 3 mois, un score de contrôle normal, une fonction respiratoire normale, un NO, une inflammation qui est contrôlée, et un contrôle complet des comorbidités. C'est-à-dire que le malade, il a répondu et sur l'asthme, et sur la polypose ou la dermatite. Donc là, c'est le degré d'exigence majeur. Et d'ailleurs, c'est 17% des malades de leur série. L'immense majorité des malades, 70%, sont des répondeurs partiels, c'est-à-dire qu'ils répondent sur 2 critères, mais pas tous. Et donc, effectivement, ça va être important parce que est-ce qu'on veut ça pour tout le monde? Et que tant qu'on n'a pas ça, on change les médicaments les uns après les autres et on essaye jusqu'à ce qu'on arrive à le contrôle parfait? Ou est-ce que il ne faut pas trouver un compromis avec des répondeurs partiels qui sont satisfaits et on peut juger sur le plan médical que c'est satisfaisant ou pas. Donc ça c'est une vraie discussion et je pense qu'on n'a pas de réponse très précise. Et puis vous voyez qu'il y a une difficulté qui s'est rajoutée. Je vous ai dit que maintenant on pouvait avoir plusieurs objectifs et notamment avoir l'objectif de traiter la polypose ou la dermatite. Et on sait, je pense que vous l'avez expérimenté, mais là c'est la première fois que c'est rapporté dans la littérature, des patients qui s'améliorent très bien sur l'asthme, et ça c'est le cas ici, vous voyez que les scores de contrôle sont quasiment à 0, des fonctions respiratoires qui sont très satisfaisantes, pas d'exacerbation, mais en revanche, aucune amélioration sur la polypose. Et donc la polypose, vous voyez, le nombre de poussées, et surtout le score de polype qui ne bouge pas, voire qui augmente. Et donc là, c'est des vraies discussions qui sont complexes pour nous. Je ne sais pas comment vous y répondez. L'asthme va très bien. Le malade dit mon asthme, c'est super, mais les polypes, ça ne va pas du tout. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renvoie le malade à l'ORL pour se faire opérer? Est-ce qu'on dit, moi, je veux être plus royaliste que le roi, je veux que la polypose aille bien, et dans ce cas-là, je change de médicament, avec le risque qu'un deuxième ne marche pas bien, ou marche moins bien. C'est des discussions qui sont complexes, à laquelles on n'a pas de réponse dans la littérature et pour lesquelles je pense que les RCA sont extrêmement importantes pour prendre des décisions rationnelles. Mais en tout cas, ce genre de situation, avec des réponses dissociées selon le compartiment, sont réelles. Et donc, je pense que la réponse, elle est un petit peu là dans les recommandations de l'EACI, qui dit comment on évalue la réponse. Eh bien, on avait évalué des objectifs individuels, propre à chaque malade, avant de s'y tenir, et c'est une décision partagée avec le patient. Et donc, je pense qu'en fait, pour certains patients, on peut avoir des très hauts niveaux d'exigence. Je ne sais pas, un jeune patient, sportif, il faut être très exigeant sur ce qu'on veut sur les EFR, sur le sevrage de la corticothérapie. À l'inverse, une personne plus âgée, peu active, qui est bien avec 5 mg de prednisone, peut-être qu'on n'a pas obligé d'aller de changer les molécules jusqu'à ce qu'on y arrive. Et donc, je pense que vraiment, c'est des critères individuels et qu'il faut discuter avec le malade. Est-ce qu'il est content? Et un malade qui est très content, à mon avis, il faut savoir entendre ça, même si, pour vous, d'un point de vue médical, le contrôle n'est pas absolument parfait ou n'est pas absolument celui dont vous auriez rêvé. Alors, quand ça ne marche pas, parce que des fois, ça ne marche pas du tout. Là, c'est facile. Le malade qui dit, il ne s'est rien passé, c'est pareil. Il y a des questions basiques. Est-ce que le malade a pris son traitement? Ça, c'est réel. Aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 28% des malades qui finissent par arrêter leur traitement parce que ça coûte cher, parce que ça leur fait mal, parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Et nous, naïvement, on pense que comme c'est des traitements coûteux, ils vont les prendre. Mais en fait, voilà, je pense que c'est la bonne question. Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils ont respecté les intervalles de prescription? Est-ce qu'il persiste de l'inflammation, notamment sous anti-L5? Est-ce qu'il reste des éosinophiles qui circulent à des taux élevés ou pas? Ça nous ferait dire que le mécanisme qu'on a essayé de cibler n'est pas le bon. Et puis, il faut se reposer des questions basiques qu'on s'était déjà posées, mais se reposer la question, est-ce que vraiment c'était un asthme? Est-ce que c'était une bonne indication? Est-ce qu'on a contrôlé toutes les comorbidités, etc. Donc, en tout cas, se reposer quelques questions avant de changer le médicament. Et puis, effectivement, si à 6 mois, il ne s'est rien passé, c'est licite d'arrêter. Et puis, si c'est
intermédiaire et que le patient il est content, on se redonne 6 mois et on évalue à 1 an pour pas faire des valses de biothérapie. Tous les 6 mois, on enquille les molécules et on change de molécule tous les 6 mois sans réfléchir. Alors, si on veut changer, comment on fait? Alors, on n'a pas là encore de recommandations particulières. On sait, vous avez plein de séries qui ne sont pas des séries randomisées, qui rapportent des patients qui sont passés d'un anti-L5 à un anti-L5 récepteur, avec succès, ce qui pourrait être étonnant, parce qu'on pourrait dire finalement on cible la même voie, et donc quand on passe de la même classe de molécules, pourquoi est-ce que c'est efficace? Mais en tout cas, on sait que ça peut fonctionner. Ou on a des patients qui sont passés d'un anti-L5 à du dupilumab avec succès, mais ce qui nous manquerait, ce serait une stratégie, une étude randomisée pour dire c'est laquelle la plus efficace. Pareil, on sait qu'il y a des patients qui sont passés de l'anti-GE à l'anti-L5 ou des patients qui sont passés de l'anti-GE à l'anti-L4. Mais est-ce qu'il y a une stratégie plus pertinente ou plus efficace? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des malades, quand on ne répond pas à une molécule, on a tous testé, et ben on peut tout à fait répondre à une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième molécule. Comment on choisit la deuxième ligne ou la troisième ligne? Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de refaire toute la batterie d'examens dont on avait parlé au début. Il y a un certain nombre de choses du phénotypage initial qui sont importantes. Patient qui était atopique il y a 6 mois pour débuter le traitement, il y a peu de chances qu'il ne soit plus atopique. Donc ça, c'est clair, c'est net. Les comorbidités, la dermatite, la polypose, tout ça, ça se modifie pas. Et pour les éosinophiles, c'est une vraie question. Imaginez un patient qui avait 500 éosinophiles avant de choisir la biothérapie. Vous le mettez sous anti-L5 récepteur parce que vous dites c'est une bonne indication. 6 mois plus tard, il est mal contrôlé, mais il a 0 éosinophile dans le sang. Est-ce que c'est pertinent de considérer que ce malade a encore une maladie éosinophile et de mettre encore de changer pour un anti-L5 qui va cibler la même molécule? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Voilà. En tout cas, c'est sûr que quand les malades n'ont plus d'éosinophiles sous biothérapie, c'est un élément qu'on ne peut plus trop évaluer pour discuter de la molécule. Et donc, est-ce qu'on se base sur le taux initial ou pas? Ça se discute en RCA. Après, pratiquement, comment on fait? Ce n'est pas très compliqué. Vous avez dû voir passer cette étude OSMO, où les patients passaient de l'omalizumab au mépolizumab, et ils passaient d'un mois à l'autre, c'est-à-dire on faisait la dernière injection d'omalizumab, 1 mois plus tard, on faisait le mépolizumab. Il n'y a pas de crainte qu'il y ait des interactions entre biothérapie ou d'allergie, etc. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire de wash-out, on passe de l'une à l'autre sans problème. Et donc, là encore, je pense que la discussion, quand on est dans le cadre de ces décisions pour lesquelles on n'a aucune recommandation ni aucune littérature solide, c'est vraiment la discussion collégiale qui va être importante. Alors, il y a 2 points sur lesquels j'insiste quand on va changer. Je vous ai dit tout à l'heure, sous omalizumab, il y a un certain nombre de malades qui recommencent à manger des choses auxquelles ils sont allergiques, qu'ils tolèrent très bien, et puis souvent ils sont traités pendant longtemps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et c'était quand ils étaient petits, ils ont oublié qu'ils étaient allergiques à la pomme, à l'arachide. Quand on arrête l'omalizumab, cette protection disparaît, et il y a eu des cas d'anaphylaxie graves, voire mortels, au moment de switch d'omalizumab en anti-L5, de patients qui avaient oublié cette allergie qu'ils avaient il y a longtemps. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance extrêmement important, de ne pas oublier de re-questionner le phénotype allergique initial et de reprévenir le patient. Les allergies alimentaires, elles sont probablement là, elles vont revenir. Attention, l'anti-L5, il n'y a aucune activité sur les allergies alimentaires. Donc vraiment prudence. En l'occurrence, à Paris, c'est une jeune fille qui est morte et c'est dramatique. Deuxième élément de prudence, vous savez que le dupilumab, il a une des caractéristiques d'induire des hyperéosinophilies, qui la plupart du temps sont asymptomatiques, la plupart du temps vont disparaître au bout de 6 mois, mais dans des cas assez rares, mais qui ont été décrits, elles deviennent symptomatiques, et il y a eu des cas de granulomatose éosinophile avec polyangéite révélés au moment des switches mépolizumab dupilumab. Donc ça, c'est un point de prudence. Un patient qui, au moment de l'introduction du dupilumab, vous dit « je sens moins bien, mon asthme va moins bien », faites-lui une numération, il y a peut-être 10 000 éosinos, n'hésitez pas à lui faire un scanner, il y a des infiltrats. On ne sait pas très bien expliquer ces situations, mais en tout cas, elles peuvent être graves et nécessiter l'arrêt du traitement et la corticothérapie. Donc c'est pour ça que dans les décisions,
des malades qui sont très éosinophiles, qui ont 1500, 2000 éosinophiles de base. Le dupilumab n'est peut-être pas la meilleure molécule. Je dirais que c'est uniquement une impression clinique, hein, parce qu'on sait que dans beaucoup de cas, ça va augmenter, pas toujours de manière symptomatique, mais ça peut augmenter. Donc, méfiance au moment de ces switches mépolizumab, dupilumab, avec les risques d'hyperéosinophilie symptomatique. Et donc, si vous avez vu ces cas, il y a un appel, on est actuellement en train de les colliger avec Philippe Bognaud à Dijon. Et donc, si vous les voyez, on en a déjà une dizaine à peu près de colligés. N'hésitez pas à nous les signaler. Je pense que c'est important qu'on puisse décrire ces situations et décrire le traitement le plus adapté. Et une fois qu'on a switché, qu'on a mis cette deuxième ligne ou troisième ligne, comment est-ce qu'on évalue? On fait exactement comme on avait fait pour la première ligne. Est-ce que c'est bien toléré? Est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires? Quels étaient nos objectifs? On en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on voulait sevrer les corticoïdes, réduire les exacerbations, etc. Est-ce que le patient est content? Et avec toujours cette petite évaluation subjective qui, à mon avis, est extrêmement importante. Souvent, il y a des malades qui rentrent et qui vous disent après la troisième ligne, ça y est, docteur, je sais, vous avez trouvé le bon médicament, c'est celui-là qui me va bien. Donc ça, en général, c'est sans appel. Les patients savent quand il y a des molécules qui sont plus efficaces que d'autres chez eux. Donc si je résume ce que je vous ai dit, l'évaluation prébiologique, elle est très rigoureuse, d'accord? Et elle doit être très rigoureuse pour traiter des asthmatiques et pas traiter d'autres maladies bronchiques, pour phénotyper les malades de manière adaptée, pour bien choisir la molécule qui va être adaptée le plus possible. Ensuite, à 6 mois, il faut être le plus rigoureux et le plus objectif possible, avec des chiffres, des scores de contrôle, de VMS, d'exacerbation, etc. Et pas se contenter de l'évaluation pifométrique, c'est bien ou c'est pas bien, parce que vous voyez que c'est des décisions qui sont complexes et qui vont nous amener parfois à changer, arrêter ou à changer le médicament. L'avis du patient, il est important, je pense qu'il faut l'intégrer dans nos décisions. Les RCA, je ne sais pas si ça existe en Tunisie, mais en tout cas, je pense que c'est actuellement ce qu'on sait faire de mieux pour les décisions qui sont complexes. Et puis, les switches, attention, pas n'importe quand, pas trop vite. Vous voyez que ça peut avoir des conséquences. Et puis, des molécules, on n'en a que 4, et il ne faut pas les gâcher en les utilisant toutes les unes à la suite des autres. Et puis, la recherche clinique, je pense que c'est très important pour répondre à l'immensité des questions qu'on a soulevées aujourd'hui et à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Donc, je me permets ensuite, avant de terminer, de vous signaler ce site, qui est le site du service de pneumologie de Bichat, du centre d'asthme sévère, sur lequel on met des informations à destination des patients, mais également à destination des professionnels. On essaie de mettre les documents utiles, il y a les fiches pour demander des CMEI, etc. Donc, n'hésitez pas à le signaler à vos malades dans les écoles de l'asthme. Et puis, un petit peu de pub pour les journées d'asthme sévère qui auront lieu en septembre à Dijon. Ce sera le 10e anniversaire. C'est des journées qui sont toujours très intéressantes, très riches pour les gens qui sont intéressés par l'asthme sévère et vous êtes bien sûr les bienvenus si vous êtes intéressés par cette manifestation. Je vous remercie.